C'est sûr que c'est d'abord, c'est un choc terrible, hein. C'est un diagnostic terrible aussi parce que c'est un grade 4, donc c'est pas sûr qu'on va en revenir. Donc c'est d'abord le choc, ensuite c'est la négociation avec le choc. Au début, on n'est pas trop sûr qu'on va accepter le diagnostic. Après, on est mis devant l'évidence. Après ça, c'était la question, est-ce que j'accepte la chimio, j'accepte pas la chimio? Et mes bons amis médecins m'ont fait comprendre que je n'avais pas beaucoup de choix, qu'avec un grade 4, il fallait vraiment se donner le plus de chances possible et après peut-être nettoyer toute la chimie avec d'autres choses. Mais alors, ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, c'est une fois la chimio acceptée, j'ai commencé à aussi amener d'autres approches, de mettre d'autres approches en jeu. Alors, j'ai commencé par, bien sûr, au niveau de l'alimentation, changer mon alimentation, aussi faire des jus de verdure qui sont des jus que je composais à partir de pousses. Hein, les germinations sont des pousses, c'est plein d'enzymes, c'est vraiment la vie qui commence. Mais après ça, bien sûr, j'ai eu recours à la psychothérapie parce que je suis un psy. J'ai fait de l'homéopathie. J'ai apporté aussi beaucoup de travail énergétique dans cette histoire-là, de soins énergétiques, de massages énergétiques donnés par d'autres personnes, mais aussi beaucoup de visualisation et beaucoup de méditation. Donc, je me suis fait une sorte de programme, au fond, qui me permettait, qui était respectueux de l'état d'abattement dans lequel j'étais, mais qui quand même était un programme qui permettait de garder un moral, garder le tonus à travers tout ça. L'épreuve est difficile et c'est pas vrai que c'est juste notre corps qui est malade. Donc, il faut traiter en fait les différents étages de notre corps, les différents aspects de notre être, autant les aspects psychologiques que les aspects physiques, que les aspects au fond énergétiques ou même spirituels, c'est-à-dire nos croyances, nos pensées. Il faut devenir plus vigilant par rapport à tout ça. Au fond, j'ai traité la maladie comme une sorte de porte ouverte vers du changement, vers une transformation. Pour moi, c'était clair dès le départ que la maladie venait m'apporter un message. Et ce message-là, c'est qu'il y a des parties de moi-même qui étaient vraiment fatiguées, même fatiguées de vivre, et qu'il fallait le laisser aller. Et que si je me désidentifiais pas de cette partie de moi-même, ben, que je mourrais je partirais avec la maladie au fond. Toute la première partie de cette cure-là, en plus des traitements de l'hôpital, des médicaments, c'était au fond de chercher, de me laisser inspirer en étant à l'écoute des parties déséquilibrées, de me laisser inspirer qu'est-ce qui était en jeu, qu'est-ce qui était tellement en difficulté en moi. Donc, en thérapie, j'ai pu passer à travers la psychologie au fond des différents organes, autant l'estomac que la rate, que les poumons, parce que c'est ça les organes qui étaient atteints par un lymphome. Et ça a permis de vraiment voir comment il y avait des choses très, très lointaines que je n'avais pas encore digérées malgré toute la psychanalyse. Donc, beaucoup de choses qui avaient trait à l'humiliation, la dévalorisation, des choses comme ça. Ensuite de ça, avec la rate, c'était beaucoup une vie où il manquait de joie. Et ça, c'était surprenant parce que j'ai toujours mené une vie où j'ai pas eu de patron, j'ai fait que des choses passionnantes au fond. Et au moment où ce cancer-là éclate, j'ai mes tournées de conférences à l'étranger, ici. J'ai mon émission Guy Corneau en toute confidence qui roule depuis 4 ans. J'ai le livre aussi Le meilleur de soi qui est en écriture. Et au fond, chacun de ces éléments-là, je les ai choisis pour la joie de les faire, pour l'enthousiasme que ça m'apportait à vivre. Mais en même temps, il y avait eu un cumul. Et beaucoup de ces choses-là, très intéressantes, étaient aussi très exigeantes et même épuisantes. Donc, après un certain temps, c'est sûr que tu as épuisé tes réserves. Et là, il y a d'autres sortes de sentiments qui commencent. C'est plus la joie, c'est plus le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, d'être trop fatigué, de toutes sortes de choses comme ça. Il y a des sentiments d'impuissance, d'impasse dans une vie qui va très, très bien, qui roule très, très, très vite, mais où il n'y a plus assez de respect de soi-même, plus assez de respect de son rythme naturel. Beaucoup de plages de création, pas assez de plages de ressourcement au fond. Donc, c'est à travers tout ça que j'ai cheminé. Je raconte tout ça dans le livre, hein, très, très en détail, qu'effectivement, après les premiers mois, on est très combatif au fond. Mais les traitements sont difficiles, la chimio est intense, et après quelques mois, je suis vraiment entré dans une dépression profonde où je voulais plus vivre du tout, du tout. Mais je me disais, il n'y a pas une seule cellule de mon corps qui veut vivre. Et à partir de là,
Heureusement, j'ai des bons amis. Mon ami Pierre Lessard m'a dit, écoute, on va se faire un petit séminaire maison sur la guérison. Et on s'est réunis à 7-8 amis et Pierre a dirigé beaucoup de séances d'imagerie créatrice, justement, pour nous aider à créer une réalité imaginaire qui permettait de changer les états intérieurs et notamment ces questions, mes états dépressifs. Et donc, j'ai appris à le faire par moi-même et la nuit, quand j'étais très dépressif, je pratiquais ça intensément. Et ça me permettait vraiment, en 40 minutes, disons, après avoir noté mes états, dont ces états dépressifs, ces humeurs très affaissées, euh, de dans un premier temps, de les noter, dans un deuxième temps, d'aller vers cette réalité imaginaire dont je t'ai parlé un peu tout à l'heure, dans un troisième temps, d'entrer dans une douce méditation qui était simplement savourer le nouvel état que j'avais réussi à créer en moi. Et quand on fait ces choses-là, on se rend compte qu'on a du pouvoir sur soi-même. On se rend compte on a une maîtrise sur nos états intérieurs et un choix par rapport à ces états-là, beaucoup plus qu'on le pensait. La plupart des gens pensent qu'ils sont victimes de leurs états intérieurs, qu'ils ne peuvent pas les changer, mais en réalité, on peut changer nos états intérieurs. C'est des états imaginaires, que ce soit des états dépressifs ou des états de sérénité. Au fond, ils sont aidés par la vie, mais aussi par notre volonté de rester dans une vie cohérente, mais aussi dans une vie où il y a du goût, il y a de l'intensité. Donc, oui, oui, j'ai connu des états dépressifs très, très importants. J'en suis sorti après quelques semaines et ça m'a beaucoup... j'ai senti à ce moment-là vraiment le pétillement de la vie à nouveau. Et je savais pas si j'allais vraiment, franchement, je savais pas si j'allais survivre à la gravité du cancer que j'avais. Mais je savais, en sortant de ça, que j'avais guéri quelque chose en moi. J'avais retrouvé la connexion profonde avec la vie. Et je pense que la dépression, pour les gens qui sont dans des espaces dépressifs, sans nécessairement que ce soit lié à des choses graves comme le cancer, ça parle toujours d'une perte de sens. Ça veut dire que ta vie a plus de sens à tes propres yeux. Peut-être que ton corps te le dit ou tes humeurs te le disent avant que tu le saches. Et dans une dépression, c'est pas parce qu'on a moins d'énergie, c'est parce que l'énergie ne s'écoule plus naturellement vers l'extérieur pour agir. Donc, où est-ce qu'elle va? Elle reflue à l'intérieur. À l'intérieur, elle éveille des souvenirs, des fantasmes, et c'est une occasion pour justement rêver d'une autre vie et d'une vie qui serait plus créatrice, où nos talents seraient plus mis à contribution. Quand on accompagne des gens dépressifs, c'est très important de leur dire, tiens, quand tu parles de ça, tes yeux brillent, ou quand tu faisais telle chose dans ta vie, il me semble que c'était plus intéressant pour toi. Il n'y avait pas de dépression à ce moment-là. On aurait dit que la vie avait plus de sens. C'est une cassure, hein, c'est une blessure qui est liée avec une perte de sens de l'existence. Et c'est toujours lié, ou la plupart du temps, c'est très, très lié à une créativité qui n'est pas exercée. Par créativité, je ne parle pas de créativité artistique, là. Un goût qui n'est pas exercé, une envie profonde, peut-être de faire des jardins, ou s'occuper de l'environnement, ou créer une société, ou une fondation, ou aller vers tel métier qui nous a toujours intéressés. Euh, peu importe. Il s'agit de trouver la chose qui nous fait vibrer, pas le voisin, nous, et de se reconnaître et de s'aimer suffisamment pour la mettre en action. Donc, la dépression, il y a beaucoup de dépression dans nos sociétés, il y a beaucoup de fatigue chronique, il y a beaucoup d'épuisement professionnel, et au fond, ce n'est pas toute la même chose, ce n'est pas toute la même symptomatologie, mais en réalité, ça parle souvent d'une même perte de sens. C'est-à-dire que notre action n'a plus de sens. Elle a peut-être encore du sens à nos yeux, mais elle n'en a plus au sens de la vie profonde, de qui on est profondément. Et c'est à ça que c'est ça que la dépression nous invite à découvrir à travers un état d'abattement et de ralentissement des fonctions terribles. Alors souvent, quand j'ai traité des gens dépressifs en thérapie, euh, si les gens étaient très dépressifs, je voulais qu'ils donc qu'ils consultent un médecin pour avoir un léger antidépresseur pour permettre de soutenir le travail psychologique et les révélations de ce travail-là, qui ne sont pas toujours faciles. Donc encore là, l'idée d'une approche globale, d'une approche qui est mixte, est très intéressante. Il ne faut pas penser, on n'est plus à un âge où on doit penser en termes de l'un ou l'autre, mais bien en termes de l'une et l'autre approche et peut-être une autre encore. C'est vraiment comme ça qu'il faut se penser. Il faut se penser comme un être global. On est à la fois un corps qui a des besoins, qui a besoin de soins particuliers,
On est aussi un esprit qui a des croyances, qui a besoin de voir des nouveaux horizons, qui a besoin de croire en des choses qui donnent du sens à la vie. Et on a aussi une âme, un cœur qui, elle, est animé par des choses particulières, par des goûts, des envies particulières qui la traversent et qui doivent être mises en œuvre pour que la vie soit plus heureuse. Ça m'a amené effectivement beaucoup de joie, beaucoup de dégagement aussi, beaucoup de détachement par rapport au drame qui est en train de se passer, qui menace ta vie au fond. Alors beaucoup de dégagement par rapport à ça, beaucoup de sérénité intérieure malgré l'épreuve. Et je me disais toujours, mais tiens, au fond, j'ai réussi à guérir. Il y a quelque chose qui s'est guéri. J'ai retrouvé l'union avec la vie, j'ai retrouvé l'union avec moi-même. Je comprends que la négligence d'une partie de ma créativité, qui était plus, disons, une créativité artistique ou plus subjective ou plus personnelle, a fait en sorte qu'il y a moins de bonheur, qu'il y a moins de force dans ma vie. Et en reprenant toutes ces choses-là, une à une, en acquiesçant aussi à des changements importants, ben, il y a un réalignement qui s'est fait et à ce moment-là, comme le message de cellule a été entendu, ben, le cancer peut se retirer parce que lui, il se dit, bon, il y a quelqu'un qui est à l'écoute, parce que le but d'une maladie, souvent, c'est de nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, au fond, c'est de combler l'écart qu'il y a entre soi et soi-même, c'est-à-dire l'écart entre ce qu'on est devenu par rapport à ce qu'on était appelé à être, appelé à vivre, qui est plus notre être authentique ou nos talents naturels, des choses comme ça, qui se trouvent négligés en cours de route, ou dans ce cas-ci, une sorte de débalance entre la performance et le monde du ressourcement. On a besoin de se ressourcer pour se réparer. Hein. On se répare beaucoup mieux quand on dort, on se répare mieux quand on est dans des états méditatifs ou contemplatifs ou de détente profonde. Donc, la maladie venait me parler de tout ça, et c'était ça la trajectoire. Si vous me permettez, ça veut dire ça qu'on peut sembler très heureux, la vie est belle, tout va bien, mais en même temps, on occulte une partie de soi qui est complètement malheureuse, puis même qu'on ignore complètement. Bien sûr, c'est tout. Bon, je suis un psychanalyste, donc c'est toute la question de l'inconscient. Il y a ce qu'on vit consciemment, mais il y a sans cesse un commentaire qui vient du fond de nous-mêmes à travers les rêves, à travers les idées qui nous traversent, à travers des inspirations, à travers des événements qui nous arrivent. Il y a tout un commentaire de la vie et de l'inconscient qui tente de nous rejoindre au fond. Oui, effectivement, comme disait Freud, il y a plus qu'une personne dans la même personne. Il y a plusieurs, il y a une personnalité et il y a des sous-personnalités. Et souvent, on n'est pas très conscient du drame intérieur.